Bonjour, bienvenue sur France 3 Limousin pour cette Ovalie libre consacrée au départemental 2015. Nous entamons ce samedi une série de 3 émissions spéciales avant la Corrèze et la Haute-Vienne les 7 et 14 mars prochains. Nous nous intéressons aujourd'hui au scrutin en Creuse. C'est une élection dont on parlait encore peu en France il y a quelques semaines, hormis sur notre antenne. Mais plus on se rapproche de l'échéance, plus elle alimente les conversations, les articles de presse, car tous les observateurs avisés le disent et le répètent. Il y aura un changement du visage des départements et un changement des visages des élus. Et la Creuse ne devrait pas y échapper avec un nouveau mode de scrutin, un redécoupage des cantons, 15 au lieu de 27, des divisions au sein de la gauche, une abstention redoutée, un électorat à droite déboussolé par la guerre des chefs à Paris et un Front National qui espère continuer sa moisson dans les départements ruraux. Vous l'aurez compris, cette élection s'annonce intéressante, pour ne pas dire passionnante. Au soir des premiers et second tours, les 22 et 29 mars, les résultats creusois pourraient réserver des surprises et déjà poser cette question. Le Parti socialiste sera-t-il en capacité ou non de conserver le Conseil? Nous allons en parler durant près d'une heure avec nos 4 invités. Laurence Pache, conseillère régionale représentant le Front de gauche. Vous n'êtes pas candidate pour cette élection, mais en tant que creusoise, votre regard est pertinent. Valérie Simonet, conseillère générale UMP et chef de file de la droite et du centre pour cette élection. Jean-Jacques Lozach, sénateur socialiste, président actuel du Conseil général, et vous sollicitez un nouveau mandat. Enfin, Martial Môme, conseiller municipal de Guéret, responsable du Front National pour la Creuse, également candidat pour ce scrutin. Merci à vous 4 d'avoir accepté notre invitation et vous serez écoutés avec attention par Alain Ginestet, notre confrère de France Bleu Creuse, radio partenaire de cette élection. Il nous livrera tout à l'heure, en fin d'émission, son analyse sur ce débat et sur les enjeux en Creuse. Mais avant d'aborder ce débat, à mes côtés, Christian Moulinard, notre consultant politique qui enchaîne les mandats pour nous apporter son regard sur les élections. Christian, bonjour. Un mot d'abord pour rappeler à nos téléspectateurs les caractéristiques du mode de scrutin, car il a changé. Oui, c'est vraiment une grande nouveauté, puisque désormais, c'est un scrutin binominal, mixte, majoritaire à 2 tours. Binominal parce que dans chaque canton, on va élire 2 conseillers. Un conseiller et une conseillère, puisque c'est un scrutin mixte et qu'il faut impérativement que la parité soit respectée. Si au premier tour, 2 des candidats obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés, représentant au moins le quart des électeurs inscrits, ils emportent le siège. Sinon, il y a un second tour où ne peuvent se présenter en principe que les binômes ayant obtenu au moins 12,5% des électeurs inscrits. Et la grande nouveauté de ce scrutin, on en parlera, c'est le redécoupage des cantons. Alors bien sûr, ce nouveau mode de scrutin a entraîné un redécoupage des cantons. Dans la bagarre, si j'ose dire, la Creuse a gagné, puisque alors qu'il y avait naguère 27 conseillers généraux, il y en aura désormais 30, puisqu'il y a 15 grands cantons, élisant chacun 2 conseillers. Et quelles pourraient être les conséquences en Creuse de ce scrutin ? Alors, les observateurs sont partagés. On considère généralement que des 3 départements de la région de Limousin, la Creuse est sans doute le département où la majorité sortante pourrait le mieux résister, mais il ne faut pas s'aventurer autant que ça. Moi, je ne prendrai pas pour ma part les paris, parce que, comme partout, il y a le risque d'une abstention, et d'une abstention importante, comme partout, et c'est une originalité. En Limousin, le Front National cherche à s'implanter et il pourrait bien y réussir. Et puis, il y a aussi, plus localement peut-être, des réactions de mauvaise humeur au nouveau découpage cantonal, et puis peut-être bien à la création de la future grande région. Il y a au moins toute une partie de la Creuse qui ne déborde sans doute pas d'enthousiasme à cette perspective. Et on va en parler au cours de ce débat. Jean-Jacques Lozach, je commence par vous. Les sondages ne sont pas très bons pour le Parti socialiste. Le contexte gouvernemental n'est pas très favorable. C'est une élection intermédiaire, souvent défavorable au pouvoir en place. Vous avez déclaré y aller dans cette élection avec détermination. Est-ce que vous ne craignez quand même pas de perdre le Conseil général le 29 mars ? Écoutez, je crois que dans votre présentation tout à l'heure, M. Pipo, vous avez un petit peu dramatisé la situation. Moi, je suis, j'ai envie de dire, comme d'habitude, raisonnablement optimiste. C'est vrai que je suis, comme tout le monde, l'actualité politique, et en particulier les résultats des sondages. Mais ce sont des sondages nationaux.
Or, une élection départementale est d'abord avant tout une élection locale. Mais c'est vrai que je confirme cette détermination totale de la part des candidats de la majorité départementale sortante, les candidats des forces de gauche et de progrès, à la fois une détermination pour défendre avec force, avec conviction le bilan de cette équipe départementale sortante, un bilan qui, je crois, est apprécié par la très grande majorité des Creusois, mais surtout notre volonté politique, c'est de s'appuyer sur ce bilan-là pour aller plus loin, en particulier dans le domaine de l'action sociale, du développement économique, dans le domaine de l'aide aux communes et aux intercommunalités, dans le domaine de l'affirmation de la Creuse, oui, dans cette grande région du Grand Sud-Ouest qui nous attend demain, mais également l'affirmation de la Creuse dans ce grand débat national que constitue l'avenir de la ruralité. On en parlera tout à l'heure dans les programmes, mais est-ce que vous n'allez pas subir la division à gauche qu'on retrouve aussi en Haute-Vienne, aussi en Corrèze ? Alors tout à l'heure, effectivement, vous avez évoqué la division de la gauche. Quand on parle de division de la gauche, d'ailleurs, on parle des relations entre la gauche et l'extrême gauche. Bon, nous sortons d'une séquence qui était la séquence des investitures. Je dois dire qu'au cours de cette période-là, le Parti socialiste a pratiqué la politique de la main tendue et en direction de toutes les composantes de gauche et d'extrême gauche. Alors certains ont saisi cette main tendue. Je pense au Parti radical de gauche, je pense à Europe Écologie Les Verts, je pense aux divers gauches du sud du département de la Creuse. Malheureusement, je regrette que le Front de gauche n'ait pas saisi cette main tendue, d'autant plus que le bilan que je défends, ce n'est pas simplement le bilan de l'OSAC ou le bilan du Parti socialiste, c'est le bilan de la gauche unie, dans laquelle appartenait notamment Daniel Vexé du Parti communiste. Donc j'espère qu'on se retrouvera au soir du premier tour pour un désistement républicain, c'est notre tradition. Laurence Pache, Jean-Jacques Leuzac évoque le front de gauche, les discussions n'ont pas abouti, finalement il y a une division. Oui, alors bon, déjà je voudrais quand même rappeler qu'en 2011 nous étions déjà présents sur tous les cantons renouvelables de manière indépendante et que pour autant que nous valorisons très fortement le travail qui a été mené par notre conseiller général sortant Daniel Vexé lors de la précédente mandature, on reconnaît aussi que la situation politique a changé dans notre pays aujourd'hui, qu'il n'est plus possible actuellement de suivre comme cela le Parti socialiste qui soutient une politique gouvernementale défavorable aux intérêts de nos territoires. Il n'est plus possible de suivre cela et qu'il faut maintenant faire germer la possibilité d'un rassemblement à gauche qui ne soit pas, comme le dit M. Leuzac, d'extrême gauche. Nous sommes juste classiquement de gauche. C'est-à-dire que nous, on reste de gauche tandis que le Parti socialiste dérive de plus en plus vers le centre. Et donc, à cause de la loi Macron, par exemple ? La loi Macron, mais pas que. Enfin, depuis le début de l'arrivée de M. Hollande et les gouvernements de M. Ayrault et Valls, on accumule les pseudo-réformes qui sont en réalité des continuations de la politique qui est menée avant par la droite. Vis-à-vis des électeurs, vous n'avez pas quand même l'impression que cette division à gauche risque de faire perdre à la gauche des départements ? Non, si la gauche... Enfin, en tout cas, si le Parti socialiste perd des départements, ce sera du fait des renoncements qui ont été les siens. Et moi, je m'élève contre cette tentation qui est que j'entends souvent monter, qui est de dire de la part du Parti socialiste, de dire vous nous faites perdre, vous divisez la gauche. Non, nous on ne divise pas la gauche. C'est-à-dire que si le Parti socialiste menait la politique pour laquelle au moment des présidentielles, nous avions apporté nos voix au second tour, 4 millions de voix quand même pour le front de gauche, eh bien nous n'en serions pas là. Donc les responsabilités, elles sont à voir du côté de la politique menée par le gouvernement de M. Valls. Valérie Simonet, vous êtes la chef de file de l'Union de la droite, de l'UDI et du MoDem. C'est presque une première en France. Le contexte politique vous est favorable. Vous pensez l'emporter ? Au-delà de tout ça, je crois que ce qui résonne dans notre tête et dans la tête des candidats que nous sommes rassemblés autour d'un projet, on a construit un petit peu notre équipe en parallèle de la construction d'un projet pour notre département. Ce qui résonne surtout, c'est cet effet d'annonce qui a été celui du Premier ministre l'an dernier, conforté après par le Président de la République, de dire les départements doivent disparaître, les départements n'ont pas de raison d'être au-delà de l'horizon 2020-2021. Quand vous êtes conseiller général, mais je crois que Jean-Jacques Leuzac le partage tout à fait aussi, nous avons d'ailleurs beaucoup de débats au conseil général à ce sujet-là, dans des départements comme les nôtres ruraux où la proximité est l'essence même de la solidarité que les conseils généraux doivent mettre en musique dans des départements pour proposer un certain nombre de services donc aux habitants de ces territoires, et être là en soutien, en appui, pour pallier un certain nombre de problématiques qui sont des problématiques nationales, qui sont ressenties de façon assez différente sur nos territoires ruraux. Eh bien, ce coup de tonnerre, pour nous, a été aussi une inquiétude si forte que l'on s'est dit, peut-être qu'aujourd'hui,
on nous raconte que non. Bon, finalement, il y aura peut-être de nouveau des conseils généraux, en tout cas dans les départements ruraux. Mais vous savez, on ne croit pas tout ce qu'on entend. Et je crois que l'idée dans laquelle nos candidats ont envie de s'impliquer, c'est de dire un haut et fort que dans un département comme le nôtre, on a besoin d'un conseil général qui répartit les solidarités au plus près des habitants. Mais votre principal adversaire aujourd'hui, c'est pas plutôt le Front National que la gauche ? Alors, adversaire, je ne sais pas, on a essayé de changer un peu de format. Parce que justement, cette élection, vous en parliez tout à l'heure, se fait sur des binômes de candidats et la parité n'y est pas pour rien à mon avis. Quand je dis qu'on a changé de format, on a aussi donc changé de profil de candidat forcément. Et je crois que l'arrivée des candidates dans cet espace de temps électoral, à mon avis, change beaucoup de choses et moi j'en suis profondément satisfaite parce qu'on n'est pas dans un combat pugnacité, où on va parler des problématiques nationales avant tout, de politique, etc. Je crois que vraiment on est attaché à nos territoires, à la proximité, et c'est ce qui fait vraiment, je l'ai ressenti ainsi, la différence peut-être pour être dans un format de rassemblement en tout cas. Mais le Front National, il vous embête, il piétine votre électorat ? Moi je ne sais pas, on n'est pas encore allé complètement en direction des électeurs. La campagne commence, la campagne de terrain en tout cas. Mais sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vous disent les électeurs ? Ils nous disent qu'on ne sait pas où sont les limites du canton, qu'est-ce qui s'est passé, dans quel objectif. Vous soulignez tout à l'heure que la Creuse était bien lotie, on leur parle de réformes pour faire des économies. Et en fait, on sera 30 élus au lieu de 27, donc il y a déjà un truc qu'ils ne comprennent pas trop. Donc en même temps, on arrive avec cette grande région. Mais alors, on va être représenté par qui ? 30 élus à Guéret pour s'occuper de solidarité, des politiques sociales. Mais par contre, dans le même temps, alors qu'il y a une crise économique terrible, 4 à Bordeaux pour représenter la Creuse. 4 à Bordeaux pour représenter tout le département. Donc c'est un flou artistique total qui suscite, à mon avis, beaucoup d'inquiétudes. Et aujourd'hui, je pense que les électeurs sont en train d'attendre les débats qui se feront, les professions de foi qui vont arriver pour juger sur place des propositions de ces 10 candidats. On verra le sentiment des électeurs dans quelques instants. Martial Maud, d'abord, vous présentez pour le Front National des candidats dans tous les cantons. C'est une situation inédite. Ces départementales peuvent-elles être un tournant pour votre parti ? C'est une étape suivante. La première étape d'implantation, ça a été les municipales. On n'avait pu présenter qu'une seule liste à Guéret, où j'ai été élu avec Mme Gosse. C'était la première étape. Maintenant, ces élections départementales nous ont donné l'opportunité de présenter un maximum de candidats. Honnêtement, je ne pensais même pas arriver à avoir les 15 cantons. Bon, j'ai travaillé d'arrache-pied, j'ai été aidé. Et beaucoup de gens ont souhaité s'investir, presque autant de femmes que d'hommes. Un peu moins de femmes, ça a été un peu plus difficile. Parce que si je voulais revenir sur cette loi sur la parité, nous ne sommes pas du tout contre l'implication des femmes en politique, bien au contraire. Mais ça compliquait beaucoup les choses. Et vu le mode de scrutin, c'est vraiment une façon, je dirais, autoritaire. On aurait pu faire, par exemple, un scrutin à la proportionnelle de liste avec un homme, une femme, un homme, une femme, ou une femme, un homme, ce qui serait revenu à peu près au même, en étant plus démocratique. Donc, la Creuse est un département rural. Il y a un vote Front National en zone rurale. On a parfois du mal à comprendre qui sont aux électeurs, qu'est-ce qu'ils attendent du Front National. On voit beaucoup d'articles en ce moment. Le FN moissonne à la campagne. Tout à fait. Ce qu'ils attendent, c'est un changement réel de l'UMPS. On a vu l'UMP, on voit le PS. Mais qu'est-ce que dans les départements ruraux, le Front National peut apporter, par exemple ? Au niveau rural, aux agriculteurs ou dans les départements ruraux ? Au niveau des agriculteurs, c'est la thématique qu'on a développée lors des élections européennes. C'est-à-dire la PAC va disparaître petit à petit, la fin des quotas laitiers, le traité transatlantique, les agriculteurs sont condamnés à mort. C'est une profession qui va disparaître en France, donc en Creuse. Donc nous, on va renégocier tout ça au niveau européen et sortir de cette Union européenne si ça se passait mal, pour retrouver notre souveraineté. En fait, vos arguments sont plus nationaux que locaux. Le problème, c'est qu'au niveau local, les marges de manœuvre sont assez faibles. On fait ce qu'on peut. On ne peut pas faire ce qu'on ne peut pas. Après, on peut aider les entreprises. Les entreprises au niveau de la Creuse, dans mon esprit, c'est l'emploi la première des priorités en Creuse.
Alors, avant de poursuivre ce débat, je vous propose d'entendre ceux auxquels vous vous adressez, les habitants, les électeurs de la Creuse. Que pensent-ils de cette élection, de leurs élus, du redécoupage de leur canton? Notre équipe a parcouru il y a quelques jours, c'était lundi, le nouveau canton d'Auzance. Écoutez bien, regardez les impressions que nous avons recueillies. Elles devraient vous faire réagir, car c'est la réalité dans la campagne creusoise. Reportage Nicolas Landalouci, Thomas Milon, Jean-François Andrieux et Christelle Reynard. Ajoutez la Courtine, Crau et Auzance et vous obtenez le nouveau canton d'Auzance. Une recette riche en kilomètres, une soixantaine. Qu'ils soient habitants ou commerçants dans ce nouveau canton, comment la digèrent-ils? Nous avons parcouru les routes à la rencontre de ceux qui vivent ou travaillent sur ce territoire. C'est une vraie connerie, c'est à l'image du président de la République. Notre canton va jusqu'à Auzance, donc c'est vrai que le canton couvre un territoire qui est assez vaste. Ça ne nous apporte rien pour notre pays, là. Ça fait très très loin. Le canton est déjà trop grand et le centre est trop loin. Voilà, nous on va vraiment être perdus. Un canton trop grand et un chef-lieu trop éloigné, fallait-il alors passer de 12 à 35 communes? De la Courtine à Auzance, la géographie de ce nouveau canton suscite le débat, mais aussi des inquiétudes. Ce canton a été construit sur des intérêts, un redécoupage tout à fait artificiel, qui ne correspond absolument pas à la vie locale, qu'elle soit économique, sociale ou culturelle. On aura moins de structures à proximité, déjà que c'est un peu la galère dans le coin, les postes, les docteurs, les pharmacies, au niveau des gardes, je pense que ça va poser encore plus de problèmes. Dans nos petits mondes ruraux, on n'a plus grand-chose. Lorsqu'on aura des formalités, il faudra aller très loin, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, tout ça, ce sera très dur. Je pense qu'ils ont fait des équipes de candidats avec un candidat de la région et un candidat effectivement d'Auzance. Donc le couple, je pense, va permettre d'écouter les besoins de la région de la Courtine et des besoins de la région d'Auzance. Donc je pense que pour ça, ils sont bien organisés. Si le redécoupage du canton ne devrait effectivement pas bouleverser l'offre de services, les inquiétudes, elles sont là. Preuve peut-être d'un manque de pédagogie de la classe politique au moment de justifier la réforme. Car si la forme du nouveau canton est beaucoup discutée, la façon dont ses frontières ont été décidées fait aussi beaucoup parler. D'abord consulter la population, et non pas une fois de plus des gens dans des bureaux qui décident selon des critères que l'on ignore d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi on regroupe. On n'avait qu'à conserver la Courtine comme elle était dans le temps jadis, avec 99 bistrots, 800 militaires en permanence. Et là, tout s'écroule. Plutôt d'approcher les gens aux politiques, plutôt que la politique, ça va dans l'autre sens. D'un côté, on vous dit qu'on simplifie la vie politique en ramenant de 22 ou 23 cantons à 15. Et dans le même temps, vous découvrez qu'on passe de 27 à 30 élus. Donc, il y a une espèce de reproduction spontanée et naturelle de la classe politique. Quand on sait que nous sommes les recordmen du monde en nombre d'élus par tête d'habitants, c'est vraiment se foutre de la tête des gens, quoi. Isolement, inquiétude, oubli, colère, loin d'avoir remporté une franche adhésion, ce nouveau canton a au contraire renforcé la défiance des électeurs à l'égard des politiques. Et pour être complet sur ce canton, outre les candidatures de Valérie Simonet et Jérémy Sauty pour l'UMP, sont également en lice, vous le voyez, François Simon, associé à Philippe Breuil pour l'Union de la Gauche, et Marie de la Chapelle sera en binôme avec Yvan Corlet pour le Front National. Moins de proximité, habitants oubliés, canton trop grand. Vous avez entendu ces habitants. Quelles sont vos réactions? Parce que c'est quand même assez fort ce qu'ils disent, Monsieur Lozach. Je comprends tout à fait un certain nombre de ces réactions qui sont liées sans doute à une perception d'éloignement, une perception d'isolement. Bon, ce redécoupage, il est lié au nouveau mode de scrutin. Moi, je ne suis pas du tout un chaud partisan de ce redécoupage. Et ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, si au nom du Conseil général unanime, j'ai déposé un recours devant le Conseil d'État. Mais comme tous les recours, celui-ci a été rejeté. Il y en a eu des milliers. Bien, oui. Alors, ce redécoupage fait suite d'ailleurs à d'autres redécoupages. Je pense notamment au redécoupage des circonscriptions législatives. La difficulté, c'est que très souvent, ça se passe au détriment, là aussi, des espaces ruraux. C'est-à-dire qu'il y a le manque de discernement dans un certain nombre de décisions nationales. Et pourtant, celui qui redécoupait les circonscriptions législatives, c'était un député rural, en l'occurrence
Monsieur Alain Marlex, député du Cantal. Alors, en ce qui concerne la réaction de l'électorat, je crois d'ailleurs que nous avons fait tout un effort de pédagogie, un effort d'information en ce qui concerne l'Assemblée départementale. Je pense notamment au dernier magazine du Conseil général qui est très précis là-dessus. Mais la question du redécoupage, c'est également la question du maintien de l'échelon départemental. Si moi je me suis battu pour le maintien de cet échelon départemental, cet échelon de proximité entre le bloc communal d'une part et d'autre part les futures grandes régions, c'est justement pour qu'il n'y ait pas cette cassure, cette coupure entre l'ensemble de la population et d'autre part leurs représentants. Mais les électeurs, ils se sentent un peu désabusés, perdus. Oui, alors moi je voudrais quand même dire que c'est le symptôme d'une crise politique profonde, parce que cet éloignement que les citoyens évoquent dans votre reportage, il est global, parce qu'il faut quand même replacer ce redécoupage dans le cadre de la réforme territoriale qui est beaucoup plus vaste que cela et qui va amener les services de la région à se déplacer à Bordeaux, qui va amener le seuil des intercommunalités à être élevé à 20 000 habitants. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est en débat actuellement à l'Assemblée nationale. Donc ça pose problème de voir tous les échelons de démocratie de proximité s'éloigner, en réalité, éloigner la décision des citoyens. Donc ça pose question. Et je voudrais rappeler à Mme Simonet, qui semble l'avoir oublié, que le gouvernement qu'elle soutenait jusqu'en 2012 avait quand même voulu supprimer l'échelon départemental aussi, puisqu'il s'agissait de fusionner la région et le département en élisant les mêmes conseillers pour les deux niveaux de compétences. Il était question. Donc on voit bien qu'il y a là un petit peu d'entourloupe vis-à-vis des C'est très intéressant que vous reparliez de cette loi qui avait été votée. C'était le conseiller territorial. Voilà, le conseiller territorial. La gauche disait en effet qu'on allait supprimer les départements. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est à mourir de rire de voir que c'est la gauche qui voulait les supprimer après. En fait, le conseiller général était aussi conseiller régional. Et pourquoi il y avait un intérêt évident ? Tout à l'heure, je le soulignais, parce que la région s'occupe d'économie, de formation et de développement territorial. Et donc, évidemment qu'il est important de travailler à la fois à l'échelon départemental et régional. Je vais vous donner juste un exemple, parce que je suis présidente d'un pays où on mène des politiques territoriales en partenariat avec la région, l'État et le département. Je vous citerai l'exemple des démarches collectives territorialisées, les fameuses DCT, les aides aux commerçants et artisans qu'on menait sur les programmes d'investissement locaux. Vous aviez l'État pour le FISAC qui examinait le dossier, vous aviez le département avec un chargé de mission qui examinait le dossier, vous aviez aussi la région qui examinait le dossier, plus un consulaire, plus celui qui portait le dossier pour le commerçant ou l'artisan au sein du territoire. Donc vous aviez au moins 4 ou 5 personnes qui donnaient avis sur un même dossier, parfois pour avoir un petit chèque en bout de compte de 800 000 €. Et vous savez, quand on va vers ces gens du monde économique qui sont de plus en plus dans les difficultés pour faire perdurer leur entreprise, quand ils comprennent cela, ils se disent mais peut-être que vous n'êtes pas trop nul quand même quand vous êtes élu et que vous pouvez à la fois peut-être travailler sur les politiques économiques et les politiques territoriales. Donc voilà, c'était ça cette réforme. Peut-être vous dites qu'il y avait suppression du département, c'est ce que tout le monde disait. Moi, je ne l'avais pas vu inscrit dans la loi à ce moment-là, je ne pense pas que ça l'était non plus. Et alors, ce qui frappe quand même quand on voit le reportage, c'est que visiblement les gens maîtrisent la vie politique, maîtrisent quand même le changement de scrutin. Ils ont été beaucoup à en parler, mais ils restent désabusés. C'est du pain béni pour vous, Monsieur Môme? J'aurais déjà à dire que je suis étonné des propos de Monsieur Lozac, qui est quand même président depuis 2001 de la région, socialiste, sénateur socialiste. Du département. Du département, oui. Vous avez été conseiller régional, par contre. J'ai même été premier vice-président. Oui, je sais. Vous êtes obligé de démissionner à cause du cumul des mandats, si je ne fais pas erreur. Vous critiquez tout ça alors que vous êtes socialiste, donc soutien du gouvernement socialiste, c'est votre propre gouvernement qui a créé ces élections départementales. Ah, mais je parle de ce que je veux parler, M. Lozac. Oui. Même si ça vous embête, vous êtes socialiste, vous êtes soutien du président de la République, du Premier ministre, c'est eux qui ont fait ces lois, qui ont fait ces découpages, vous venez les critiquer. Alors vous êtes frondeur? Vous n'êtes pas frondeur? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je réponds à M. Môme. Je voudrais quand même rappeler que ce redécoupage, c'est la conséquence de la mise en place d'un nouveau mode de scrutin. Et l'objectif numéro 1 de ce mode de scrutin, c'est la parité. Alors effectivement, je suis opposé à ce type de redécoupage parce que je pense que l'on pouvait atteindre cet objectif de parité d'une autre manière. Mais c'est vrai que là, on a quand même une sérieuse avancée quand on va passer de 2 femmes
conseillères générales à 15 conseillères départementales. En France, avant, il y avait concerne le maintien des conseils généraux, je voudrais quand même dire que, et ça ne remonte pas à 1 an ou à 2 ans, c'est-à-dire ces derniers jours, ces dernières semaines, tous les leaders nationaux de l'UMP se sont prononcés pour la disparition pure et simple des conseils généraux, que ce soit Sarkozy, que ce soit Juppé, que ce soit Copé, que ce soit Fillon. Alors je reconnais qu'à gauche, effectivement, depuis 1 an, il y a eu pas mal de cafouillage. Mais au moins, on est sûr aujourd'hui que le conseil départemental est maintenu. Non seulement il est maintenu, mais il voit ses compétences renforcées en matière de solidarité humaine et de solidarité territoriale. Monsieur Moulinard, vous vouliez réagir ? Oui, sur les raisons de ce découpage. Il y a des raisons qui ont été invoquées, et puis il y en a une autre qui est de nature constitutionnelle, c'est qu'un élu doit représenter sensiblement le même nombre d'habitants dans une même circonscription. Et ce redécoupage, il s'explique pour des raisons aussi démographiques, dans la mesure où il a fallu établir en Creuse comme ailleurs, entre chaque canton, une égalité de représentation. Et je crois que ça pose un problème peut-être encore plus important, c'est la conception qu'on se fait dans notre pays de la démocratie même. Parce qu'il y a bien effectivement des populations qu'il faut représenter de manière égalitaire, mais il y a peut-être aussi des territoires qu'il faudrait représenter, mais ça nécessite là une réforme, une révision constitutionnelle. Et dans l'état actuel des forces politiques, je crains qu'on n'en prenne pas le chemin. Monsieur Môme et après Madame Pache. Monsieur Môme. Un certain retard. Cette réforme, elle éloigne, comme disait tout à l'heure Madame Pache, le citoyen du lieu de décision. Donc nous sommes clairement pour le maintien et le renforcement du rôle du département. Mais en contrepartie, il faut faire des économies. Alors c'est sûr qu'en faisant 3 conseillers généraux supplémentaires, ça ne va pas faire d'économies. Par contre, il faut supprimer un échelon. Et nous, l'échelon à supprimer, c'est la région. Et surtout, ces régions monstrueuses, ces régions qui correspondent à un objectif européen, qui sont dictées par le triumvirat européen. C'est-à-dire, à la prochaine étape, ça sera allier une région française avec une région d'un pays frontalier, sans doute pour mieux disloquer la France et éloigner le citoyen. Alors la Creuse, déjà dans le Limousin, c'était pas le mieux loti. Alors là, dans cette nouvelle région, ça sera même plus une roue de secours. Madame Pache, on entendait là des réactions des gens qui se plaignaient de l'éloignement, notamment des services publics. Oui, alors déjà, je voudrais quand même dire à M. Môme et aux électeurs qui s'apprêtent à voter le mois prochain que quand même, il faut lever un peu des mystifications parce que vous dites vouloir conserver l'échelon départemental, simplement vous annoncez quand même dans votre programme une baisse de budget d'au moins 2% dès que vous arrivez au pouvoir. Donc il faut quand même être un petit peu sérieux par rapport à ce que vous dites. À l'Union européenne. Simplement, vous dites des choses et vous dites l'inverse par rapport à ce que vous proposez. On a un projet cohérent. Ouais, bon, c'est cela, oui. Alors, si vous voulez maintenir l'échelon départemental, ne commencez pas par baisser son budget, les dotations d'État qui lui sont... Si on supprime l'échelon régional, ça fera des économies. Vous dites, Monsieur Môme, vous dites texto dans votre programme que vous baisseriez le niveau des dotations d'État de 2% dès que vous arrivez au pouvoir. C'est ce que le gouvernement fait, là, qui baisse. D'accord, mais moi, je vous parle de vous. Enfin, vous prétendez être porteur des aspirations populaires. Quand il s'agit de répondre aux besoins des citoyens sur le territoire en matière de solidarité, vous ne pouvez pas commencer par baisser les budgets. On supprime un échelon pour redonner à l'autre. Non, c'est pas vrai. C'est pas ce que vous dites dans votre programme. Vérifiez. C'est ce que je dis, moi. Allez sur votre propre site internet. Vous allez dans l'onglet programme, dans l'onglet fonction publique et vous allez au bout, vous allez voir. On va avancer. Élément important de ce scrutin, on en a déjà un peu parlé, c'est le désintérêt des électeurs, autrement dit l'abstention. Elle s'annonce très importante. Elle pourrait atteindre un 57% en France selon les dernières enquêtes. On peut espérer une meilleure participation en Limousin car les citoyens de nos départements sont peut-être plus civiques que la moyenne nationale. Les conséquences d'une forte abstention, c'est ce que nous explique maintenant le reportage de Patricia Chalumeau. Au premier comme au second tour, l'abstention sera une des clés de ce scrutin. À voter. Même un binôme ayant obtenu plus de 50% des voix dès le premier tour ne pourra être élu qu'à condition d'avoir mobilisé un quart des électeurs de son canton. Sinon, il y aura un deuxième tour avec les 2 binômes arrivés en tête. Un troisième binôme pourra aussi se maintenir uniquement s'il a obtenu 12,5% des inscrits. Il faut obtenir 12,5% des inscrits pour pouvoir être qualifié pour le second tour. Comme c'est un scrutin où l'abstention est importante, très schématiquement, ça veut dire qu'il faut obtenir au premier tour 22-23% pour pouvoir être qualifié au second tour. L'abstention pourrait donc bien être le véritable arbitre de ces départementales. Elle ne cesse d'augmenter et en 2011, elle avait atteint plus de 55%. À ces élections de mars,
quelle sera la mobilisation? Il y a quelques facteurs qui peuvent contribuer à une meilleure mobilisation. Le fait que justement c'est une élection nationale, donc il y aura l'idée encore plus nette d'une sorte de test national, ça peut contribuer à mobiliser, parfois par antagonisme, parfois pour justement exprimer son mécontentement, mais ça peut être un facteur. Donc en gros, on se dit que par rapport aux 55-56% qu'il y avait eu en 2011, on pourrait se trouver dans peut-être 48%, peut-être 52% d'abstention, donc éventuellement un petit peu de mobilisation accrue, mais il n'y aura probablement pas de révolution. Réponse des électeurs, les 22 et 29 mars. Valérie Simonet, je me retourne vers vous. Cette abstention, vous la craignez? Vous avez peur que l'électorat UMP, Centre et Modem ne se déplace pas? Je pense que ça va être une question que vont se poser tous les partis politiques, pas seulement un parti de droite ou de centre. Ça tient bien sûr à ce mode de scrutin et à la particularité de certains cantons. Vous donniez l'exemple tout à l'heure d'un de ceux-là. Dans la tête des gens, on a expliqué que la ruralité donnait droit à des facultés pour que l'on puisse avoir un petit peu plus de cadre, pour bénéficier d'un peu plus de souplesse. Oui, c'est une circonscription qui est pile poil 8203 habitants face à la moyenne départementale 8202. Mais ce qui a un petit peu choqué les gens, les électeurs du sud du département en particulier, c'est que vous avez des cantons où l'accès est beaucoup plus facile, moins de zones de montagne, où là on a bénéficié de ce seuil de 20% minimum. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas compris et mal perçu. Et les gens se disent, on a l'impression qu'on s'est un peu fichu de nous sur le sud du département. Voilà, je pense que c'est ça aussi qui est à la fois source de mécontentement et qui pourrait être source du fait qu'ils n'iraient pas voter à ces élections-là. Jean-Jacques Lozach, l'abstention, vous la redoutez dans votre électorat? C'est une abstention qui pourrait, on le sait, favoriser le Front National? Je dirais même que le premier adversaire, c'est l'abstention dans cette élection. Mais il est certain que si on est hors sujet pendant cette campagne électorale, on va inciter les gens à rester chez eux. Si on leur parle effectivement de sujets qui n'ont rien à voir avec une campagne de terrain, une campagne de proximité, les gens, malheureusement, ne vont pas venir voter. Alors j'ai entendu tout à l'heure, c'est une élection nationale. C'est une élection nationale au sens où il va y avoir une analyse nationale, puisque tous les Français viennent voter le même jour. C'est la première fois pour des élections départementales. Mais une élection qui vise à élire 2 conseillers départementaux sur chacun des 15 cantons creusois, ça reste une élection locale. Alors j'aimerais que pendant cette campagne électorale, on parle aux Creusois de leurs problèmes et notamment de leurs difficultés, parce que bien sûr la Creuse n'échappe pas aux difficultés économiques et sociales que traverse le pays, sans parler de tous les autres pays de la zone euro, mais parlons des problèmes très concrets, d'autant plus que les compétences assumées par la collectivité départementale correspondent de manière très pratique, très concrète aux soucis de nos concitoyens. Et vous me facilitez la transition, parce que justement maintenant nous allons parler des programmes, de ce que vous proposez aux électeurs et également les compétences du futur conseil départemental. Si vous nous rejoignez pour cette Voix libre spéciale élection départementale, sachez que nous débattons avec nos invités des enjeux de ce scrutin en Creuse, et donc nous allons parler des programmes, car il y en a pour cette élection. Christian Moulinard, on vous retrouve. Le paradoxe pour les candidats, finalement, c'est de bâtir un programme alors que les compétences de la future Assemblée ne sont pas encore vraiment déterminées. Alors, c'est effectivement une grande difficulté, une difficulté inédite, puisque c'est la première fois qu'on est confronté à ce genre de problème. Et c'est une difficulté qui pourrait effectivement, elle aussi, renforcer le camp des abstentionnistes. Alors, le projet initial du gouvernement était de charger le département de la solidarité sociale et de la solidarité territoriale. Bien. C'est-à-dire la petite enfance, le RSA, les personnes âgées, etc. Et du point de vue de la solidarité territoriale, l'aide aux investissements des communes et intercommunalités. Bien. Le Sénat, puisque c'est le Sénat qui constitutionnellement devait être saisi en premier lieu de ce texte, le Sénat a rétabli des compétences que le Conseil général a déjà, les collèges, les transports scolaires et la voirie départementale. Le texte
est en lecture à l'Assemblée nationale. Il semblerait que le gouvernement va lâcher du lest en ce qui concerne les collèges. En revanche, mais nous avons là un législateur, donc il est sûrement beaucoup mieux renseigné que moi. En revanche, le gouvernement ne semble pas décidé à transférer les transports scolaires, à redonner au département, si j'ose dire, les transports scolaires et la voirie départementale qui serait transférée à la nouvelle région. Alors, on est là dans un climat un petit peu difficile qui ne facilite pas la vie des candidats. D'autant que se posent des problèmes sous-jacents, et par exemple celui du financement du RSA, dont on peut penser qu'il relève de la solidarité nationale davantage que de la solidarité départementale. Le RSA, dont il y a 3600 bénéficiaires à peu près en Creuse. Est-ce qu'il y a aussi une manière différente de gérer un département, qu'on soit de droite ou de gauche finalement ? Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la question, alors non seulement sur les départements, mais aussi sur les communes. Ces études ne sont pas très concluantes. En réalité, ce qui importe, c'est davantage, si j'ose dire, la richesse du département et c'est davantage la composition sociologique du département. Les attributions du département telles qu'elles sont aujourd'hui, et notamment en matière de solidarité, et telles qu'elles seront sans doute demain, les attributions du département ne laissent pas beaucoup de marge de manœuvre aux élus, qui sont très contraints dans l'établissement de leur budget. Le RSA, vous avez des pauvres, ils ont droit au RSA par des règles qui sont instaurées au niveau national et qui ne dépendent pas du département. Alors certes, le département dispose de marge de manœuvre lorsqu'il choisit les travaux en matière de voirie qu'il va faire, lorsqu'il décide en matière d'aide aux personnes âgées s'il va plutôt favoriser le maintien à domicile ou plutôt favoriser la construction d'établissements. Mais tout cela, c'est dû à des circonstances qui lui sont parfois imposées parce que on ne traite pas les personnes âgées dépendantes de la même manière que les autres. Et tout ça conduit à dire, de manière un peu provocatrice, qu'il n'y a sans doute pas de manière de gauche ou véritablement de droite de gérer un département. Sauf à la marge, et peut-être bien que ça pourrait être une autre manière de concevoir la gestion publique. Et on parlait du renouvellement des élus, ça peut être aussi le renouvellement des compétences, ça peut être aussi l'occasion d'un progrès. Merci Christian Moulinard. Martial Môme, est-ce qu'il y a une manière différente de la droite ou de la gauche pour le Front National de gérer un département ? Vous arrivez à la tête du département, comment vous gérez cette assemblée ? C'est qui au-dessus de la droite et la gauche ? Que nous sommes nationaux. Déjà, arrêter la pression fiscale. Donc, M. Lozach défend son bilan. Le bilan, 85% d'augmentation de la taxe foncière entre 2001 et 2014. N'importe quoi. Si, ça a été source INSEE. Ça a été pris sur la commune d'Évaux-les-Bains. Vous savez qu'on n'a aucune autonomie fiscale, les conseils généraux, M. Môme. Vous le savez quand même. Il y a une loi du gouvernement Fillon qui fait qu'on ne vote plus que le taux du foncier bâti, qui représente seulement 12% de la totalité des recettes fiscales du Conseil général de la Creuse. Je sais très bien que c'est pas que le gouvernement définit les bases et que vous définissez les taux. C'est votre taux départemental, le taux, le foncier bâti, un seul. Oui, c'est le plus important, qui a été augmenté. En plus, il va y avoir une réforme des taux. Vous le savez, il va y avoir une réforme des taux. Parce que tous ces taux ont été faits de manière, il y a très longtemps, de manière injuste. Donc ça va tout être révisé. Et dans les milieux ruraux, les taux, les bases vont diminuer. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez augmenter, oui, les bases vont diminuer, vous allez augmenter les taux d'imposition, je suppose, mettre encore une plus grande pression fiscale. Et concrètement, par exemple, le social, vous ne touchez pas... Il baisse déjà de 2% son budget, il ne faut pas l'oublier. Enfin, je lui rappelle parce qu'il semblait l'ignorer tout à l'heure. Non, mais ça c'est vous qui dites ça. Ah non, mais pas du tout. En matière d'insertion, c'est énorme. En matière d'insertion, par exemple, qui est une des grandes compétences du département, qu'est-ce que vous proposeriez en matière sociale ? En matière sociale, on fait ce que la loi nous oblige à faire. On peut pas, même si on arrive au pouvoir, on est bien obligé de faire ce que la loi nous demande de faire. Faut baisser déjà les dépenses de fonctionnement au niveau du Conseil général. Je vois que les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 16% depuis 2010 et les dépenses d'investissement ont baissé de 12%. Donc en fait, il faudrait faire l'inverse. Il faudrait investir pour créer de l'emploi, aider des entreprises, des PME, des PMI, des commerçants, des artisans, lutter contre la désertification et baisser les dépenses de fonctionnement. Le stock de dette aussi est important. Valérie Simonet, lors de la campagne, vous avez commencé, un de vos partisans a déclaré que la Creuse était en train de mourir. Vous partagez ce sentiment et alors concrètement, que faudrait-il faire ? Tout simplement, évidemment, tout le monde, je pense, va être d'accord là-dessus, avec des recettes de plus en plus contraintes, en diminution,
et des dépenses qui augmentent. Tout à l'heure, on parlait des gens qui sont bénéficiaires des minima sociaux, mais en particulier du revenu de solidarité active. Quand il y a une crise économique, quand il y a une hausse du chômage, quelques temps après, nous voyons ces gens-là qui sont bénéficiaires du RSA en partie. Donc évidemment que le nombre tend à augmenter et les dépenses du département qui sont inhérentes de même. Je crois que face à ce contexte-là, il est plus que contraint de devoir faire des économies. On ne fera pas des économies d'un coup de baguette magique en une semaine, mais bien sûr en reprenant un certain nombre de dépenses, en faisant un plan progressif d'économie. Je crois que le Conseil général a travaillé sur deux thématiques dans lesquelles on peut trouver en tout cas une certaine méthode ou un début de méthode pour aller dans ce sens-là. Je pense au plan climat, énergie, territoire, donc tout ce qui concerne les dépenses d'énergie, l'amélioration, concrètement, vous proposeriez etc. quoi aux habitants ? Aux habitants, je crois que c'est une gestion c'est ce que je vous explique, qui n'est pas seulement appuyée sur il faut faire moins et il faut faire plus, mais sur une réalité, parce que voilà, je suis au Conseil général depuis 11 ans et que voilà, il y a un certain nombre de mesures. Et je pensais, ce que je voulais dire, c'est que je pensais aussi à l'agenda 21 qui est mis en place dans le département. C'est un programme dans lequel le Conseil général a commencé à travailler sur des pistes de réflexion en matière de sources d'économie par service, etc. Donc vous avez en même temps quelque chose qui rend aussi perplexe les gens et qui inquiète beaucoup les élus, c'est la réforme des intercommunalités, parce qu'il existe encore dans le département des toutes petites intercommunalités. Elles vont devoir grandir, donc travailler sous un autre mode de fonctionnement, notre mode de projet de territoire. Et là aussi, le Conseil général, lui, peut-être a des moyens humains qu'il faudra peut-être mutualiser avec ces nouveaux territoires, ces intercos, parce qu'on voit bien que des compétences qui vont être transférées dans les intercommunalités de demain ne peuvent être assurées aujourd'hui parce qu'il nous manque les moyens humains de les assurer. Donc voilà, je pense que ce champ-là du travail autour des coopérations et des mutualisations est très très important dans les mois à venir, parce que les dates butoirs sont là en plus, sans avoir les seuils aujourd'hui. Et donc évidemment que le Conseil général, le Conseil départemental doit être au plus près des élus du territoire pour trouver ces pistes d'économie de façon globale. Jean-Jacques Lozach. Oui, je suis très heureux d'entendre Mme Simonet vanter les mérites de l'agenda 21. Je faisais partie des commissions de travail, M. Lozach, quand même. C'était pas juste pour faire de la contestation. C'est une bonne articulation entre le projet départemental et d'autre part les initiatives à caractère local. Le problème, Mme Simonet, c'est qu'en session plénière, vous n'avez pas voté l'agenda 21. Oui, parce qu'on n'était pas trop pour la monnaie locale d'échange sur le département, voyez-vous. Sur les compétences. En particulier. Je reviens sur les compétences parce que c'est quand même la toile de fond de la politique départementale. Oui, j'aurais préféré aussi, M. Bolinard, que ces élections interviennent après le vote définitif de la loi NOTRe sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Mais je crois qu'il ne faut pas dramatiser à l'excès la situation parce qu'on voit très bien vers quoi on s'oriente. On va vers le maintien de l'échelon départemental, on va vers le maintien de l'action sociale, qui est quand même la compétence numéro 1 de la collectivité départementale. On va vers un renforcement des solidarités territoriales à travers notamment ce qu'on va mettre en place, c'est-à-dire une agence technique départementale pour aider les projets des communes et des intercommunalités, là, dès le mois de mai, si la gauche reste majoritaire au sein de l'Assemblée départementale. Donc il ne faut pas dramatiser. Ce qui reste en jeu, c'est effectivement deux choses. C'est les routes et les transports scolaires. Ça va probablement se terminer lors d'une commission mixte paritaire, puisque les textes qui vont sortir du Sénat et de l'Assemblée nationale sont des textes différents. Donc, ça va être encore le lieu de compromis. Et je suis intimement convaincu que, soit sur les routes, soit sur les transports scolaires, le gouvernement lâchera l'un des deux domaines. Quant au collège, la situation est à mon avis tranchée. Les collèges continueront à rester du domaine du Conseil général. Et d'ailleurs, nous avons voté, pour ce qui nous concerne, un plan pluriannuel d'investissement dans les collèges pour les 5 années qui viennent. Madame Pache, le front de gauche prend le département. Quelles sont les décisions que vous prendriez ? Il y a une chose quand même que je voudrais dire, c'est que tout le monde autour de cette table s'entend pour faire des économies. Et effectivement, on le comprend puisque les dotations de l'État sont en baisse. Cette année, c'était quand même 780 000 euros de moins sur le budget, qui conduit à des retards d'investissement dans les routes, qui conduit à des retards d'investissement dans les communes. Enfin, c'est une réalité. Et autant M. Môme que Mme Simonet
Monet, vous êtes tous les deux dans la même optique, puisque vous voulez évidemment baisser, faire des économies, et que de toute façon, le gouvernement que vous souteniez sous la précédente mandature avait commencé déjà ces baisses-là. Vous, monsieur Môme, vous voulez également réduire les budgets des conseils généraux, restreindre les dépenses de fonctionnement, oubliant quand même que assurer la solidarité dans un département, c'est quand même avec des moyens humains, ça ne se fait pas tout seul, donc dépenses de fonctionnement, il y en a, c'est nécessaire, c'est utile, et en plus ça fait vivre l'économie locale, parce que les gens qu'on paye, ils placent rarement leur salaire en bourse, ils le consomment sur place. Donc voilà des choses qui sont quand même intéressantes à dire. Et quant à la politique menée par M. Lozach, il y a plein de choses avec lesquelles je suis bien évidemment en accord. Simplement le problème, c'est que dans le cadre d'une enveloppe contrainte et qui est amenée à être de plus en plus contrainte, vous le savez, M. Lozach, puisque vous l'avez voté, eh bien, il y a quand même un certain nombre de... Quand vous disiez que ce sont des enjeux locaux et pas nationaux, mais je ne sais pas, mais pour moi, il n'y a pas de question qui soit uniquement locale. Et toutes les questions sont en même temps nationales. Quand je vois des EHPAD, par exemple, en Creuse, augmenter, parce que leur financement est de plus en plus contraint par l'ARS, augmenter le prix qui est payé par les familles pour assurer la fin de vie de leurs parents. Enfin, c'est insupportable. Et là, donc là, on voit qu'il y a une bataille qui est amenée. Donc, oui, effectivement, comme le disait M. Moulinard tout à l'heure, de toute façon, nos marges de manœuvre sont assez réduites. Par contre, nous, ce que nous ferions, c'est que nous irions chercher les moyens. Et moi, je me souviens quand même d'une chose, c'est que quand la droite gouvernait encore ce pays, M. Bartolone, qui est un de vos amis, qui n'est pas le dernier des gauchistes ni de l'extrême gauche, avait voté un budget de révolte pour inscrire, c'était ces termes, pour inscrire dans la loi les sommes qui lui étaient dues au titre notamment de l'APA, du transfert de l'APA. Eh bien voilà, c'est quelque chose qui avait été mené avec force. Pourquoi c'est plus le cas maintenant? Et pourquoi est-ce que le Parti socialiste accepte cette tutelle budgétaire qui nous descend en droite ligne de la Commission européenne? Voilà une bataille qui est à mener et que nous saurions mener. Alors Alain Ginesté de France Bleu nous a retrouvés pour intervenir dans quelques instants. Une question aussi que se posent les Français, on l'a vu dans beaucoup d'articles de presse ces derniers jours, une crainte de la hausse des impôts locaux. Est-ce que vous pouvez garantir aux électeurs qu'il n'y aura pas de hausse des impôts locaux pour financer l'APA, le RSA? Écoutez, tout à l'heure, vous avez posé la question, est-ce qu'une politique départementale de droite et une politique départementale de gauche, c'est la même chose? Bon, moi je dis que ça n'est pas la même chose. Quand je regarde en particulier ce qui se passe dans les départements de droite, je constate qu'aujourd'hui on privatise à tout va, on externalise à tout va un certain nombre de services, par exemple la restauration collective dans les collèges. Bon, on nous dit faire des économies. Je regarde ce qui se passe également dans les conseils généraux de droite. On veut faire des économies sur le social. Alors comment on fait? Eh bien on transfère des financements du conseil général sur les familles concernées. Est-ce que dans un département comme la Creuse, qui est l'un des départements les plus pauvres de France, on va accroître les difficultés des familles pour financer, par exemple, la tarification des parents ou des grands-parents qui se trouvent bénéficiaires de l'APA aujourd'hui? Je ne le pense pas. Je prends un autre exemple de clivage. Nous avons financé 160 emplois d'initiatives associatives en Creuse. La droite n'a jamais voté ces emplois associatifs. Est-ce que la population creuseuse veut la suppression de ces emplois-là? Je ne le pense pas. Donc voilà quelques exemples de clivage. Et d'une manière très générale, moi je suis un militant convaincu, un avocat de la ruralité. C'est la raison pour laquelle j'ai créé avec 3 collègues la mission des nouvelles ruralités, afin que justement dans les espaces interstitiels entre les 14 grandes métropoles, il y ait la possibilité de mettre en place des schémas de développement. Or, la droite creusoise, par exemple, a systématiquement boycotté les nouvelles ruralités, alors que nous commençons à obtenir des résultats, à savoir qu'aujourd'hui même se tient, par exemple, un comité interministériel chargé de l'égalité des territoires. C'est la suite des assises des ruralités que nous avions demandé, nous, le mouvement des nouvelles ruralités. Valérie Simonet, vous boycottez tout ce qui est décidé au Conseil général? Pas tout. Non, pas tout. Non, d'ailleurs, voyez... Je crois même que 90% des délibérations sont adoptées à l'unanimité. Je vous fais de la publicité, oui, parce qu'en effet, la solidarité, bien sûr que nous votons les mesures et qui sont au regard des règles. Les nouvelles ruralités, bien sûr que je m'y suis intéressée parce qu'il y a très longtemps que les énarques, comme vous les citiez, de Paris veulent nous couper un petit morceau parce qu'on coûte trop cher et que, bien sûr, la métropolisation de la France est en route et la Datar, etc. Et que, bien sûr, François Hollande est rentré dedans. Lorsque j'ai fait les propositions des nouvelles ruralités en session plénière, vous avez quitté la salle, madame. Il n'y a pas de souci, parce que c'est très bien que vous ayez cette démarche-là à un niveau plus national, mais il faudrait vous pencher un petit peu plus sur ce qui se passe sur vos territoires et sur la Creuse, parce que les circuits courts, l'atelier d'urbanisme local, oui, mais on le fait déjà, Monsieur Lozach, depuis longtemps sur les territoires. Et si vous veniez sur Pays Combrailles en Marche, par exemple, il y a longtemps, et d'ailleurs vous le savez très bien, puisque je vous parle moi-même d'ingénierie de projet et fait partie de cette agence territoriale d'ingénierie,
Voilà, la participation qu'on a, parce que nous, ce dont vous parlez à l'extérieur du département, nous, on l'expérimente déjà depuis quelques mois sur le territoire. Et c'est ça, être un élu de proximité. C'est pas seulement faire des grandes déclarations et dire, tac, on va garder les départements ruraux parce que je crée un truc qui s'appelle les nouvelles ruralités. C'est mettre en pratique et inventer le monde de demain. Maire d'un village de 315 habitants, madame. Je suis maire de 115 habitants. Les projets de territoire, c'est définir demain les défis que nous avons à relever. C'est l'enfance, c'est les mobilités, parce que ça, vous le savez très bien que c'est une problématique importante. Et voilà pourquoi nous sommes très vigilants aussi face à cette loi NOTRe qui est en train un jour de dire c'est la région, un jour c'est le département. Et les transports. Les transports resteraient à la région, mais ça nous fait peur. Les transports scolaires, on a 2 collèges chez nous, Crau et Ozons, qui sont déjà pointés du doigt. Et on se dit demain, depuis Bordeaux, ils vont nous expliquer que tout va bien se passer et qu'on va maintenir des dépenses de transport pour faire en sorte que nos enfants aient des temps courts de déplacement. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un tas de choses qui font peur aux gens, qui les inquiètent. Et je crois qu'ils auront peut-être confiance, je l'espère en tout cas, en des gens qui travaillent sur le terrain avec eux et qui font... c'est terrible, hein, mais la droite aussi expérimente le discours avec les citoyens et la démocratie participative, leur demander leur avis, leur demander dans la concertation, ça existe aussi chez nous. Vous savez, nous avons pas besoin d'en parler à l'extérieur du Nous département. avons beaucoup expérimenté au niveau du Conseil général. Il faut savoir que la Creuse a été le territoire d'expérimentation pour la mise en place du RSA hier et aujourd'hui pour la mise en place de la garantie jeune. Alors le temps presse, nous approchons de la fin de cette émission. Alain Ginestet de France Bleu Creuse, notre partenaire pour cette élection, nous a rejoint. Bonjour Alain. Alors vous avez écouté attentivement nos invités. Qu'avez-vous retenu, remarqué des débats ? Déjà un peu de passion, la sentez venir notamment sur la fin. Une certaine convergence d'objectifs, malgré tout, c'est-à-dire maintenir la solidarité départementale avec des moyens différents, j'ai bien noté, ou des voies différentes pour y parvenir. Et sur le plan politique, c'est vrai, c'est la question qui se pose, c'est est-ce que la majorité va changer ou pas. Et je dirais même que c'est peut-être la première fois que cette question se pose depuis déjà un certain temps dans le département de la Creuse. C'est presque... Enfin, si jamais l'UMP l'emportait, la majorité changeait, ce ne serait pas une révolution, ce serait une alternance, puisque ça s'est déjà vu dans le département. En 2001, l'UMP était déjà aux commandes du département. Mais c'est vrai que les ingrédients ont changé par rapport à cette époque-là, sur le plan politique. Le Front National a fait une arrivée remarquée sur la scène politique départementale l'an dernier, autant au niveau des élections municipales qu'au niveau des élections européennes, où il est arrivé en tête. Courte tête, certes, par rapport à d'autres départements où la victoire était plus large. 22% des suffrages en Creuse. Mais voilà, avec beaucoup d'abstention, effectivement. Face, effectivement, cette fois-ci, à une gauche divisée. Vous avez raison, d'ailleurs, Madame Page, de dire qu'il y a 4 ans, vous étiez déjà présente sur tous les cantons renouvelables à cette époque. Cette fois-ci, 12 sur 15, je crois. 13, je crois. Donc, effectivement, est-ce que tout cela ne sera pas de nature à affaiblir la gauche ? Et est-ce que de cela, le Front National et l'UMP ne va pas tirer profit ? C'est la question, c'est le grand enjeu finalement de cette élection en Creuse. Et puis un dernier mot sur le fond, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec Christian Moulinard. C'est vrai qu'on sent quand même les candidats quelquefois un petit peu gênés, même si M. Lozac le relativisait, parce que c'est vrai, vous avez raison, on sait un peu où on va quand même en termes de compétences. Mais c'est vrai qu'il eût été beaucoup plus clair, beaucoup plus confortable pour tout le monde que l'on sache véritablement quelles seront dès demain les compétences des conseils départementaux. Là, on est en train de désigner un chauffeur de bus pour partir en vacances l'été prochain et on ne sait pas s'il aura toujours son permis dans 3 mois. C'est compliqué pour les candidats, mais aussi en premier lieu pour les électeurs. Marcel Môme, vous vouliez réagir à ce que dit Alain Ginestet ? Il a raison, c'est tout l'amateurisme de François Hollande et du gouvernement depuis qu'ils sont au pouvoir. Hein. C'est un gouvernement d'amateurs ultralibéraux, d'amateurs européistes. Et les résultats, ça se voit en Creuse. On dit l'égalité des territoires. Oui, c'est vrai qu'on va bientôt être tous égaux. Plus de commerce de proximité, plus de services publics, plus de transport, plus rien. On dit on est un pays pauvre, déshérité. Les téléphones portables. Qu'est-ce que vous faites pour ça aussi ? Il y a des tas de zones où les téléphones portables ne passent pas en Creuse. Quand vous voulez dire à des entreprises de s'installer, pas de portable, le bas débit, tout ça, on n'a pas suivi l'évolution de la technologie, non plus en Creuse. Valérie Simonet, en réaction à ce que dit Alain Ginestet ? Monsieur Môme n'est absolument pas le même élu que je suis moi. Et pour vous rassurer, il y a un plan de développement du haut débit. J'avais une réunion dans ma communauté de communes hier avec un plan d'investissement. Rien n'est parfait, mais si vous continuez à ne tenir que ce discours-là, mon avis,
de dire tout va mal en Creuse et il n'y a plus rien, c'est déjà des discours qui se sont tenus et qui ont fait fuir beaucoup trop de monde. Je crois qu'à un moment, il y a des choses qui ne vont pas, on le sait, mais il y a des choses sur lesquelles on peut appuyer pour mettre en marche de nouvelles dynamiques. En tout cas, nous, c'est notre envie et on y croit encore. Donc on n'ira pas vers les électeurs en leur disant il n'y a plus rien. Il nous reste une minute. Laurence Pache, vous vouliez... Moi, je voulais quand même dire une chose, c'est qu'on assiste à beaucoup de flou dans les paroles des uns et les autres. La véritable question, c'est celle de la répartition des richesses. Parce que pourquoi on est dans la situation dans laquelle on est actuellement? Tout simplement parce que le gouvernement a consenti des cadeaux fiscaux aux entreprises, notamment celles du CAC 40 qui font des bénéfices, plus 30% en 2014. C'est pas moi qui le dis, c'est le journal Les Échos. Et là, il y a une vraie question et qui n'est pas celle de remuer les gens, essayer de diviser la population entre elles comme le fait si bien le Front National. Il s'agit au contraire d'aller s'affronter au pouvoir de la finance. C'est ça la vraie question. On a besoin de récupérer les moyens qui sont nécessaires et c'est possible. Voilà ce que je voulais dire pour conclure ça. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Le temps est passé très rapidement. C'est la fin de cette Voix Libre spéciale. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous d'y avoir participé. Merci aux équipes techniques en plateau et en régie. Les élections départementales continuent sur notre antenne dans nos journaux. N'oubliez pas non plus notre site internet limousin.france3.fr avec tous les cantons décrits un par un dossier très complet réalisé par la rédaction. On se retrouve samedi prochain, 7 mars à 11h pour une Voix Libre consacrée cette fois à la Corrèze. À suivre le journal avec Louis Roussel. Excellent week-end.